Il y a plus d'un siècle, à Londres, un procès international sur le droit d'exploitation de mines révéla un complot conçu depuis longtemps. Un jeune homme, rentré de l'étranger, perça un blocus technique et le monopole du marché. Un industriel national tricota ses rêves avec ses fils de laine et sa vie chaotique. Les concessions de Tianjin va vous raconter les histoires de lutte entre les industries chinoises et les puissances occidentales. Voici le bâtiment le plus grandiose et le plus luxueux de l'ancienne concession britannique à Tianjin. Il fut le siège des mines de Kailuan. Cet édifice a été conçu en 1920 par les architectes américains Atkinson et Dallas. Un hommage éternel rendu à cette époque effervescente. L'histoire du passé est entrée dans la légende. Les pas de Zhou Xuexi n'ont jamais disparu. Cet édifice vide, où s'est gravée l'évolution des industries chinoises depuis 100 ans, donne aux générations suivantes l'énergie de croître. En 1914, un train entrait à la gare de Tanggu. Fan Xudong avait étudié la chimie au Japon. Venant de dépasser ses 30 ans, il voulait réaliser ses ambitions. Sur les plages de Tanggu, les tas de sel étaient légion. Ces ressources enthousiasmaient le chimiste. La même année, il fonda l'usine de sel fin de Dioda. Après l'éclat de la Grande Guerre en juillet, l'importation de soude diminuait. Alors que l'industrie soudière mondiale avait déjà 100 ans d'histoire, elle était vierge en Chine. Développer l'industrie chimique à partir du sel était l'ambition de Fan Xudong. Il décida de produire de la soude à base de sel. Le 29 novembre 1916, il reçut une lettre écrite par Wu Zebo. Celui-ci lui disait qu'il essayait de produire de la soude avec le chimiste Chen Xiaofu et il espérait coopérer avec Fan Xudong. En lisant cette lettre, Fan Xudong savait qu'il n'était pas seul. Sur le verso de l'enveloppe, il écrivit « Le 29 novembre 1916, point de départ de l'usine Yongli ». Un petit geste, un moment historique. Yongli posait la première pierre de l'industrie soudière de Chine. À l'époque, Tianjin était le centre du transport du sel. L'usine de sel fin de Dioda procurait les matières premières à l'usine de soude de Yongli. Or, consommer du sel en grande quantité signifiait des impôts énormes. Comment cette entreprise privée supportait-elle un coût de production si élevé ? Au département d'économie, à l'université de Nankai, une équipe spéciale se consacre à l'étude des premières entreprises privées de Chine. Au cours de leur étude, une archive précieuse est apparue. Pour promouvoir l'industrie, pour l'instant,
Les demandes sont approuvées. C'est le décret d'exemption d'impôt du 9 octobre 1917. Pourquoi l'État donnait-il un si grand soutien à l'usine Yongli, une jeune entreprise privée? La réponse était sur la liste des actionnaires, où se rassemblaient des notoriétés politiques, militaires et culturelles. Liang Qichao, ancien ministre, était le plus grand actionnaire. Grâce à lui, le sel utilisé pour la soude était exempté d'impôts. 40 ans avant, les mines de Kaiping étaient surveillées par le gouvernement et exploitées par les marchands. Désormais, l'entrée des politiques comme actionnaires constituait un nouveau mode commercial. Bien que le problème fiscal soit résolu, le blocus technique de l'Occident était difficile à percer. Après un entretien approfondi, Fan Xudong confia l'étude des techniques de production de soude à Chen Xiaofu. En hiver 1918, il partit aux États-Unis pour enquêter sur l'industrie soudière, acheter de l'équipement et recruter des techniciens. Après plus d'un an de recherche, 2 experts occidentaux ont accepté de concevoir un plan avec l'assistance de 5 étudiants chinois. Voici le plan de conception amené par Chen Xiaofu à Tianjin. Pour eux, c'était un véritable grimoire. 我们从陈条福跟范旭东之间的往来信函当中，可以发现很多的这个细节，可以展现出当时技术上有多少困难，或者说我们建造这么一个在国际上具有很高技术水平的公司，对中国人来说是怎么样一个困难的状况啊？我们从2个侧面来可以看出，第一个侧面呢，就是说，在国外呀，就是不是苏尔维工会它授权的这些公司，它尝试制解都没有成功。像日本，它技术在近代后来呢，慢慢比中国要稍微高一点，但是它也试验了多年，一直都不能成功，成功不了。这个说明非常的难，非常的困难。En 1921, Fan Xudong invita Rodeband, l'un des étudiants ayant participé à la conception du plan, à travailler à Yongli comme ingénieur en chef. Quelle énergie ce jeune docteur à l'université Columbia allait-il apporter à Yongli? L'idée de sauver le pays par l'industrie avait aussi eu un grand écho chez Sun Xuewu, docteur de l'université Harvard et chimiste en chef des mines de Kailuan. En 1922, il a accepté l'invitation de Rodeband et Fan Xudong, renonçant à son énorme salaire. Sur le terrain désert de Tanggu, il a fondé le premier établissement de recherche pour l'industrie chimique de Chine. Il nomma cet institut Mer Jaune, car Tianjin était en face de cette mer et il croyait que l'avenir de la Chine était dans les mers. Selon Fan Xudong, sans une équipe qui s'appliquait à la recherche des nouvelles techniques, la Chine ne pourrait jamais se renouveler. Ces 2 anciens sont des descendants de Sun Xuewu. Ils ont fait leurs études à Tsinghua et Nankai. Bien que Sun Xuewu n'ait pas laissé un riche héritage, son esprit scientifique se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, les 2 anciens ont apporté à l'équipe de recherche de Nankai une lettre écrite par Sun Xuewu de son vivant. Sur le papier jauni,
on peut constater le patriotisme de Sun Xuewu. 在美国人眼里，我总是一个弱小国家的学者，他们瞧不起中国，总使我们蒙受一种屈辱的感觉。那时我便发誓，一定要努力学习，一定要比他们强，一定要为振兴祖国的化工事业尽心尽力。 Fan Xudong, 39 ans, Rodemand, 32 ans, Sun Xuewu, 34 ans. Comme trois frères, ils ont dressé à Tianjin le premier étendard de l'industrie chimique chinoise. Qu'est-ce qui les attendait ? À l'époque, 90% du marché de la soude de Chine était contrôlé par l'entreprise britannique Brunner Mond. Son agent était Edward Selby Little. En 1922, au mont Lushan, Fan Xudong et Little se sont rencontrés. Little a dit: la soude est importante pour votre pays, mais c'est trop tôt pour la développer. Vous auriez dû commencer dans 30 ans. Fan Xudong lui a répondu: j'aurais voulu commencer 30 ans plus tôt. La réussite dépend des efforts. Le principal était de produire la soude. En 1924, les investissements de Yongli sont devenus les premiers produits soudiers de masse. Pourtant, ces produits n'ont pas atteint les normes et 4 machines ont brûlé. L'usine fut obligée d'arrêter la production. Les actionnaires étaient choqués. Quel était le problème ? Au laboratoire chimique de l'université de Nankai à Tianjin, le suspense tomba. Tout se déroulait parfaitement selon le procédé de synthèse de la soude. 在我们实验室里制碱呢，可以说是比较简单的。我们就是说采用索尔维或者说侯氏联合制碱法，就是说很容易的，就是得到我们的纯碱碳酸钠。但是我们实际上，如果就是说放到工厂里去，就是扩大生产，可能就不像这么简单了。比方说呢，我们在我们实验里，我们用那个制取二氧化碳用的盐酸和那个碳酸钙，就用的玻璃瓶子就可以了。但是在工厂里边没有那么大的玻璃容器了，就要考虑它如果采用工业化的容器呢，就要考虑到防腐的问题。 Appliquer le mode de laboratoire dans la grande production industrielle est la clé du problème. Ce procédé compliqué et précis est appelé le procédé Solvay, l'unique technique de production de soude à l'époque. Pourtant, elle était monopolisée par l'Occident. Pour développer l'industrie soudière chinoise et révéler le secret du procédé Solvay, après des efforts persévérants, le blocus technique depuis 70 ans fut percé au début de l'été 1926. Le 29 juin 1926, l'usine Yongli reprit la production et obtint des produits blancs. Pour se distinguer des soudes exportées, Fan Xudong nomma leurs produits soude pure et fixa sa marque par triangle rouge. Yongli
成功出检的这个消息一出来呀，马上就遭到了这个跨国公司的围追堵截。所以他们当时定的这个价格也是非常的，就是带有这种竞争性或者抑制性啊。当时他定的价格其实是在永利的成本线以下，就恰恰是在你的成本线以下。那么对不内蒙来说，它能够获得大量的利润，但对永利来说，它就活不下去了。所以在这个情况之下，永利怎么办？所以他就想了一招，就是说要走出去，通过走出去获得这个生存的能力。En août, à l'exposition internationale de Philadelphie aux États-Unis, la soude Triangle Rouge a remporté le Grand Prix. Ce fut le premier pas de Fan Sudong vers le marché étranger. Les experts qualifiaient le Triangle Rouge de symbole du progrès industriel de Chine. Face à la contre-attaque de Fan Sudong, la Brunner Monde n'avait pas d'autre choix que de baisser les prix. En seulement 2 ans, le prix de la soude a baissé de 60%. Little a imposé des exigences plus sévères aux points de vente. Si ces derniers vendaient du Brunner Monde, ils ne pouvaient pas vendre d'autres marques. Sinon, leur commission serait déduite et leur caution confisquée. Pour résister à ces pressions, Fan Sudong jeta son regard vers le Japon où il avait fait ses études. À ce moment-là, Mitsubishi, groupe industriel puissant, et la jeune entreprise Mitsui étaient en vive compétition. Comme Mitsubishi avait son usine de soude et que Mitsui n'en avait pas, Fan Sudong proposa à Mitsui de lui fournir de la soude pour qu'il en vende au Japon. 那么永利想的办法就是跟三井公司合作，因为三井在日本有一个庞大的销售网络，这也是一个大财团，大集团，所以他跟三井合作之后呢，一下子就是打开了日本市场。Le Japon était un marché important pour Brunner Monde. La vente à perte n'impactait pas beaucoup Yonli. Mais pour Brunner Monde, dont le volume de vente était 10 fois plus grand que Yonli, la perte était insupportable. Tous les jours, les distributeurs téléphonaient pour se plaindre de la mévente. Angoissé, Little abandonna son arrogance devant Fan Sudong. Poussé par le profit économique, Little a pris une nouvelle décision. Cette guerre des prix a frappé les deux parties. Pour éviter d'être affaiblis mutuellement, un nouveau mode naquit. Yonli et Brunner Monde essayaient de remplacer la compétition vicieuse par une coopération gagnant-gagnant. Le commerce international créait de nouvelles règles commerciales. En 1930, la soude Triangle Rouge remporta encore une fois le prix d'or dans l'exposition internationale des industries et des commerces en Belgique, pays d'origine du procédé Solvay. En 1943, au bout de milliers d'expériences, Rodemand créa un procédé combiné pour synthétiser du carbonate de sodium. Ce procédé mit fin aux 81 ans de monopole du procédé Solvay. Sous forme d'un livre, Rodemand dédia son innovation à toute l'humanité. Dans la zone industrielle, au bord de la mer Boraï, l'usine de soude Yonli est devenue aujourd'hui l'usine de soude de Tianjin. Dans le hall de son bâtiment se dresse une statue de Fan Sudong avec la dédicace de Mao Zedong, louant ses exploits comme pionnier de l'industrie chimique de Chine.
La première génération d'industriels chinois revenant de l'étranger a passé sa jeunesse à Tianjin et honoré cette ville par leur nom. Pendant que la soude Triangle Rouge remportait le prix en Belgique en 1930, à Tianjin, un nouveau secteur émergeait. À l'époque, à Tianjin, il y avait 1407 usines de textiles au capital total de 26,8 millions de yuan, soit un tiers de celui de l'ensemble des industries nationales de Tianjin. Cette mémoire est maintenant conservée au musée du textile de Tianjin. Ni Shechong, ancien gouverneur militaire de l'Anhui, a beaucoup investi dans le textile après s'être installé à Tianjin. La filature Yuan était autrefois la plus prestigieuse. Ce jardin d'enfants fut la résidence de Ni Shechong. 我爷爷呢，倪思聪，他是安徽阜阳人，因为跟这些个北洋的政界人物的关系，这个就落户到天津了，在天津呢进行了大量的投资，所以我爷爷在投资豫园也好，金城也好，除了他是大股东以外，所有这些集资的人都是北洋系的。 L'ancien site de la filature Yuan est devenu aujourd'hui un marché dans la rue Wumalu. Son toit garde encore des traces de l'ancien atelier. La filature dans la rue Sanmalu fut aussi une propriété de Ni Shechong. Maintenant, sa porte est fermée. La prospérité passée a disparu. Personne n'imaginait que le textile traditionnel connaîtrait un changement révolutionnaire à son apogée. Les Chinois avaient l'habitude de porter des vêtements en cuir, coton et laine. Les fils de laine occidentaux apportaient un confort inédit. On avait ainsi un nouveau choix. Après l'invasion du Japon en 1931, le pays est tombé dans une crise profonde. Les Chinois désiraient redresser l'industrie nationale. Cette époque fut marquée par le boycottage des produits étrangers et la promotion des produits chinois. En assimilant les techniques occidentales, les Chinois luttaient en même temps contre les puissances étrangères. L'époque produit ses héros, elle produit aussi des entreprises exceptionnelles. La société Zhenli produisait des tapis. Son directeur, Zhu Zishan, s'inspirant de la culture étrangère, cherchait à sauver le pays par l'industrie. Quand il décida d'entrer dans le textile pour combattre les produits étrangers, il rencontra Song Feiting, le directeur de Dongya, une entreprise de filature de laine. Il était en train de construire son rêve. Mais il savait que son entreprise ne pouvait rivaliser avec Zhenli en termes de puissance financière. Le mode de production envisagé par Zhenli débuterait presque en même temps que Dongya. Mais l'envergure n'était pas du même niveau. Pour Song Feiting, c'était comme une partie d'échecs où les forces des deux adversaires étaient déséquilibrées.
Il rendit donc visite à Zhu Zishan. Ces deux adversaires regrettaient de ne pas s'être rencontrés plus tôt. Le cadet faisait confiance à l'aîné, tandis que l'aîné lui présentait ses expériences sur le marché de la laine. Au restaurant Le Lac de l'Ouest de Tianjin, les deux industriels signèrent un accord. Zhenli produirait principalement des tapis et des tissus de laine, tandis que Dongya produirait des fils de laine. Pour eux, la coopération à bénéfice mutuel était la plus importante pour l'industrie chinoise. Les fils de laine de Dongya furent vite lancés sur le marché. Cette figure vivante était la marque du nouveau produit. Ce dernier se nommait Diyan, signifiant lutter contre l'étranger. Dans la publicité, Song Feiqing demandait au public de ne pas oublier le seul fil de laine produit par la Chine. Les publicités étaient suspendues partout à Tianjin. À l'entrée du casino d'Aluotian, dans la concession japonaise, la marque Diyan, sous forme de 3 caractères chinois de 2 mètres de haut, manifestait la volonté de Song Feiqing de rivaliser avec les produits étrangers. Ce patriotisme est devenu une mémoire éternelle de notre histoire. En 2012, les 4 filles de Song Feiqing ont donné des archives de leur père à l'université Stanford aux États-Unis. Parmi ces archives se trouve un projet industriel. Il y a plus de 80 ans, à l'âge d'or de l'industrie chinoise, Song Feiqing avait une plus grande ambition pour l'avenir. Construire des écoles, créer des bourses destinées aux élèves pauvres, fonder des stations de secours pour les chômeurs, ouvrir des hôpitaux civils accessibles pour les gens les plus ordinaires. Song Feiqing nommait ce projet « Mes rêves ». Il ne savait pas quand ses rêves seraient réalisés, mais il était sûr que l'avenir était déjà à l'horizon.